Alors comme ça, il paraît que vous aimez les machines sportives. Assez évident, hein, tous les motards rêvent un jour ou l'autre de conduire ces machines absolument exceptionnelles qui représentent pour la plupart des fois le pinacle, le summum de ce que les constructeurs moto ont à apporter. Mais il semblerait quand même que les mentalités sont en train d'évoluer. Tout du moins, on voit apparaître de plus en plus ces dernières années une nouvelle catégorie de machines sportives avec des cylindrées inférieures aux gigantesques hypersports et dont la puissance est bien moins élevée. Et aujourd'hui, on va discuter de ça ensemble. Je vais vous apporter ma vision, mon opinion sur pourquoi les sportives modernes sont toutes en train de perdre des quantités de chevaux et qu'on voit littéralement apparaître et réapparaître un nouveau segment. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission Moto Bistro dans laquelle on discute à la fois de l'actualité du monde de la moto, mais aussi quelquefois je vous apporte mon point de vue, ma façon de voir les choses sur des sujets qui peuvent être soit d'actualité, soit qui me tiennent particulièrement à cœur. Et aujourd'hui, nous allons effectivement discuter de ces nouvelles machines qui apparaissent, qui sont de plus en plus nombreuses. Attention, on a actuellement sur le marché 5 motos de 5 constructeurs différents qui sont toutes dans cette catégorie de sportives avec des puissances beaucoup moins élevées que celles qu'on est habitué à voir, notamment sur les hypersports. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, une seule chose à faire, vous abonner et activer votre cloche de notification pour avoir accès à toutes les vidéos, tout le contenu qu'on propose, qui est composé bien évidemment de l'actualité moto, ça va de soi, mais aussi d'essais, de guides d'achat, de top. Et vous me faites très régulièrement l'amitié de me suivre. Sachez aussi que ces vidéos sont des fois tournées en live, donc si vous voulez interagir en direct, posez vos questions, j'y réponds avec grand plaisir au moment où je fais cette vidéo. Ça fait 2 heures qu'on est en live et on a passé un excellent moment ensemble. Bon, alors parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Vous n'êtes pas sans savoir, vous avez dû remarquer quand même qu'il y a une résurgence, une apparition de machines qui sont dans des catégories de puissance bien différentes de celles dont on a l'habitude. Notamment par exemple la nouvelle Yamaha R9 qui va arriver très bientôt et qui est attendue depuis des années par un nombre fou de motards. Mais la R9 n'est pas la seule. Vous avez entendu des noms comme Panigale V2, KTM 990 RCR ou encore ZX6R et CBR 600RR. Et alors en fait, pourquoi est-ce que ces motos apparaissent de plus en plus et deviennent presque une norme? Est-ce que les hypersports sont voués à disparaître? Je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Il faut savoir que, dans un premier temps, je pense que les machines comme les hypersports type R1 sont des motos qui aujourd'hui ont beaucoup moins de pertinence sur la route. C'est vrai, on est face à des monstres qui font souvent 200, 210, 220 chevaux avec des performances qui sont hallucinantes, avec une technologie qui est dingue. Et ces motos, à l'image de cette R1 qui aujourd'hui c'est la version 2024 que je vous montre, mais ne sera plus commercialisée par Yamaha, elles ont eu tendance à devenir effectivement de moins en moins pertinentes, de moins en moins intéressantes. Et les constructeurs, pour certains, comme celui au diapason, ont décidé d'arrêter tout simplement la commercialisation de ces machines pour la route. Alors, est-ce que ça veut dire qu'elles vont être totalement arrêtées? Non, je ne pense pas. Je pense que ces motos resteront encore et encore dans les motos vendues par les constructeurs parce qu'elles représentent quelque chose. Elles représentent le pinacle, encore une fois, le parangon de ce qu'un constructeur est capable de délivrer. Regardez par exemple la S1000RR. On est bien d'accord que c'est une machine qui nous a tous fait rêver depuis sa sortie en 2009 et l'arrivée de BMW dans le monde de la sportivité. C'est des motos qui sont absolument incontournables. De la même façon, Honda avec sa CBR 1000RR ou encore Kawasaki avec la ZX10R. Ces machines, elles sont aussi utilisées pour des homologations en superbike, donc c'est des motos qui ne doivent pas disparaître et qui continueront à constituer le max de ce que les constructeurs peuvent proposer. Mais il y a aussi une autre réalité. Cette réalité, c'est celle de l'augmentation exponentielle des restrictions sur la route. Effectivement, vous n'êtes pas sans le savoir, on le vit tous, les radars augmentent de plus en plus. Il y en a partout. Et j'ai l'impression que chaque année, c'est pire. On a énormément de moyens qui sont mis en place pour contrer la vitesse. On a des réductions aussi de vitesse qui sont observées sur certains axes. Le périph' en a fait les frais sur Paris, mais on voit que l'époque est plus à la régulation de la vitesse et à l'attention portée sur la façon comme les conducteurs, qu'ils soient de 2 roues ou de 4 roues, se comportent sur la route. Et c'est vrai que des machines qui étaient extrêmement pertinentes il y a quelques années parce qu'on avait beaucoup moins ce genre de contraintes, le sont moins aujourd'hui. Et donc face à ça,
les constructeurs ont décidé de réagir, de faire un petit peu une contre-offensive à toutes ces choses qui sont mises en place pour un petit peu nous brider notre plaisir, on pourrait dire, mais peut-être aussi pour augmenter notre sécurité, et sont apparues des motos, comme par exemple la nouvelle Kawasaki ZX-6R. Alors c'est une moto bien évidemment qui a existé dans le passé, vous la connaissez, la 636, et les Super Sport 600 ne sont pas une nouveauté, mais elles ont passé un petit moment sans qu'on ait de grandes nouvelles, on aurait vraiment dit que les gens ne s'y intéressaient plus, et depuis quelques années, elles sont en train de réapparaître doucement mais sûrement, avec cette version bien évidemment, mais ce n'est pas la seule. On pourrait croire que la ZX6R, elle est seule sur son secteur. Pas du tout. Regardez, on a aussi la CBR 600RR, la résurrection d'une légende absolue, qui elle aussi vient se placer avec des caractéristiques qui n'ont pas grand chose à voir avec une hypersport. Si on va regarder du côté du moteur, on a un 4 cylindres en ligne de 600 cm3 qui délivre 121 chevaux et 63 Nm seulement. On pourrait se dire, mais vraiment, est-ce que c'est comparable? Bah non, ça ne l'est pas par rapport à une hypersport, on est sur des valeurs qui sont bien moins élevées. Mais toujours est-il que ces machines, elles ont un intérêt. Et cet intérêt, c'est de pouvoir s'inscrire dans une philosophie à la fois utilisable sur un circuit, mais aussi sur la route. Moi, en ce qui me concerne, par exemple, j'ai eu l'opportunité de tester la Kawasaki ZX-6R. Alors je vous le dis tout de suite, ce n'est pas le genre de machine qui me plaît particulièrement. Je suis pas fan des sportives 600cc. Mais une chose est certaine, c'est que pour aussi élevé que soient les régimes que peut prendre cette moto, parce que ça monte quand même à 14-15 000 tours minute, ça reste quand même des machines sur lesquelles, en seconde, à ces régimes-là, on est à 90-100 km/h. Et donc, on peut quand même tirer un petit peu parti des sensations que nous donne la moto. Sur une Panigale VK13 2025, la seconde, à fond de 15 000 tours minute, on est à plus de 200. Donc, autant vous dire que ça devient tout de suite un peu plus compliqué vis-à-vis de la loi. Et ces machines, qui sont au demeurant extrêmement intéressantes, la CBR 600RR et la ZX6R, elles constituent en elles-mêmes un microcosme fermé qui n'est pas vraiment pour moi celui des machines qui nous intéressent ici. Non, moi j'ai plutôt envie de vous parler de motos avec des moteurs un peu plus gros, avec des cylindrées un peu plus élevés, comme par exemple la toute nouvelle Panigale V2, sur laquelle Ducati a fait un choix quand même extrêmement couillu, celui de créer un nouveau bicylindre, le plus léger de leur histoire, 54,5 kg, mais un moteur qui cède sur la fiche technique 35 chevaux à l'ancienne Panigale V2. Et en fait, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qui leur arrive à Ducati? Qu'est-ce qui leur arrive? C'est incroyable. Pourquoi est-ce qu'ils font perdre autant de puissance à leur machine? Alors, il y a des questions d'homologation. Le nouveau bicylindre de chez Ducati a véritablement eu quelques difficultés à passer les normes Euro 5 et Euro 5+. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il y a un nouveau marché qui est en train de se créer. Ce marché, il a été mûri par ces super sports, mais il devient vraiment intéressant maintenant avec des machines comme la R9, comme cette Panigale, et j'ai fait un comparo, vous pouvez le retrouver sur la chaîne, dans lequel je montrais les fiches techniques de ces deux machines. On voit qu'elles sont excessivement proches. On est sur des moteurs qui font 119, 120 chevaux, 93 Nm de couple, sur des positions qui peuvent être soit un peu plus radicales pour la R9, soit carrément beaucoup plus relax pour la Panigale, mais qui viennent véritablement répondre à une problématique qui est de pouvoir s'en servir à la fois sur la route et sur le circuit. Et puis bien évidemment, il y a une autre machine qui répond elle aussi à cette problématique, que vous connaissez sans aucun doute et que vous attendez avec impatience, comme moi en tout cas je l'imagine, c'est la nouvelle KTM 990 RCR, une moto qui elle aussi se veut être une sportive extrêmement agréable à utiliser, avec un moteur qui fait 130 chevaux, avec une position qui est quand même assez radicale. Ils ont bien montré que la machine, elle a pour vocation d'être très efficace sur circuit, mais encore une fois, avec suffisamment de couple, puisque si c'est les valeurs de la 990 Duker, on aura 103 Nm, afin de pouvoir être utilisable sur la route. Et du coup, est-ce que véritablement, il y a une raison de faire ça? Bah pour moi, il y en a une, et pour autant que beaucoup de personnes, beaucoup de motards, et vous savez ce qu'on dit sur les minorités vocales, il faut faire très attention à ça, disent que ces motos, en fait, elles ont pas assez de puissance,
Bah, la réalité, c'est qu'en fait, elles en ont très largement assez pour délivrer des sensations qui soient à la fois efficaces sur le circuit, parce que croyez-moi qu'avant de maîtriser une moto qui fait 120 chevaux sur un circuit, il va falloir se réveiller très très tôt, et en les dotant de moteurs suffisamment vivants avec suffisamment de couple, eh bien on va avoir des machines extrêmement agréables aussi à l'usage sur la route, avec de plus en plus de technologie d'ailleurs. Cette nouvelle Panigale V2, elle est faite et pensée pour être utilisable aussi au quotidien, notamment avec des caractéristiques ultra intéressantes au niveau de tout ce qui est vie, utilisation au jour le jour. La Panigale V2, elle est équipée d'un régulateur de vitesse, elle est équipée d'une jauge à essence, des choses qui n'avaient jamais été présentes sur des motos de type Street Fighter ou Panigale. Je vous le rappelle, hein, c'est des machines qui sont quand même extrêmement radicales, et bien c'est des trucs qui sont en train d'arriver. De la même façon, sur la R9, si on va regarder un petit peu, la machine, elle propose beaucoup de choses très intéressantes, avec mètre cylindre, Brembo étrier, Brembo stylet main, avec un écran hyper technologique, mais on a, vous le voyez ici, un régulateur de vitesse sur la moto. Donc on voit bien que la philosophie des constructeurs avec ces nouvelles machines, ce n'est pas tant de faire des nouveaux fleurons super sport pour le circuit, mais des motos utilisables à la fois sur la route et sur la piste. Et en ça, même Ducati qui faisait des motos extrêmement agressives, eh bien ont décidé de s'orienter vers cette façon de faire, avec des machines plus vivables, plus exploitables au quotidien, et en cela, je pense que c'est un excellent choix qu'ils ont fait, ces constructeurs, parce que si vous regardez, si la R9 était toute seule, et qu'on avait vu une Panigale V2 arriver avec 140 chevaux et une 990 RCR à 150 bourrins, on aurait pu se dire, on a du mal à comprendre le choix. Là, on voit très clairement que tout le monde est en train de faire la même chose. Tout le monde est en train de sortir la même chose. Regardez, ici, on a une R9 qui fait 119 chevaux et 93 Nm de couple, comme je vous l'avais dit. La 990 RCR, je ne sais pas si la puissance est annoncée ici, mais c'est une moto qui fait 130 chevaux. Donc pareil, de la même façon, elle va être dans ces gammes-là. Et pareil pour la version V2 de la Panigale, on est sur une machine qui fait 120 chevaux avec ce nouveau bicylindre. Donc on voit très clairement que la machine est pensée, toutes ces machines sont pensées pour être accessibles, pour être beaucoup plus hybrides, on va dire, que ne le sont des hypersportifs de 1000 cm3 qui, elles, vont délivrer, à l'image de cette S1000RR, 212 chevaux et être littéralement inconduisibles sur la route. Alors attention, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ces motos continuent à être homologuées pour les constructeurs qui peuvent se le permettre. C'est un plaisir aussi d'avoir ces motos-là, et croyez-moi que si j'ai le budget, je choisirais toujours d'avoir une Hypersport 1000cc par rapport à une sportive de 120 chevaux. Pourquoi ? Parce que ça répond aussi à un besoin d'ego. Et ça, il faut le savoir. À partir du moment où on rentre dans un domaine de passion comme la moto, et qu'on en est conscient, l'ego fait partie de nos choix et de nos décisions. Et ça ne me pose aucun problème de savoir que quand j'ai une Hayabusa dans mon garage, je ne vais pas l'exploiter à 100%, je vais même pas l'exploiter à 50% sur la route. Mais par contre, je suis extrêmement content le matin quand j'ouvre la porte de mon garage de voir ma magnifique Hayabusa et de me dire qu'est-ce que je suis content d'avoir cette moto. Pour les sportifs de 1000cc, c'est la même chose. À partir du moment où on est conscient que c'est pas du tout une machine qui va être exploitée à 100% sur la route et très probablement jamais à 100% sur un circuit à moins d'être un pilote, mais qu'on se fait plaisir aussi à nous personnellement, on a un jouet, c'est la passion qui parle, et ben j'ai aucun souci avec ça et je trouve ça même extrêmement sain. Donc, à la conclusion de pourquoi ces machines existent, pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui des motos comme la ZX6R, comme la R9, comme pas la R1, mais la 990 RCR ou la CBR 600RR aussi, et bien toutes ces motos-là, je pense, elles viennent littéralement répondre à un nouveau marché, un marché qui va dans le sens d'avoir des motos plus vivables, des motos moins folles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les 1000cc deviennent inutilisable sur la route et que c'est intéressant d'aller chercher des choses comme celle-là. Il y a beaucoup d'autres arguments qui peuvent aussi aller dans ce sens. Le fait que les motards souhaitent faire un peu plus attention aussi au niveau des finances, que les machines 1000cc coûtent de plus en plus cher et donc deviennent un peu plus niche. Et puis aussi le fait que, il y a une évolution des mœurs des motards. Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la moto depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans et du coup ont l'impression que on va à contre-courant. Mais non, on va pas à contre-courant en fait. Il y a une véritable évolution de la façon comme les motards conçoivent la moto, et l'une d'entre elles, c'est la facilité. C'est conduire une machine ne doit plus être quelque chose d'aussi contraignant que ça l'était avant. J'ai pour exemple de ça cette moto, regardez, la MT-09
de chez Yamaha avec son système YAMT, la transmission automatique. Transmission automatique à laquelle sont en train de se mettre absolument tous les constructeurs de motos. Je vous rappelle quand même qu'en l'espace de 1 an, on a eu Honda avec son e-clutch qui existait déjà depuis bien longtemps sur le DCT, hein, il n'y a même pas de nouveauté là-dessus. On a BMW avec l'ASA, on a Yamaha avec le YAMT, on a KTM avec l'AMT. Tout le monde est en train de se mettre à ce système-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent proposer à de nouvelles générations de motards une façon plus simple de conduire la moto sans nécessairement en enlever les sensations. Personnellement pour moi, passer les vitesses avec un embrayage, c'est pas vraiment ça qui me donne des sensations à moto. Moi ce que j'aime c'est le sentiment de liberté, quand je conduis dynamiquement, le fait d'incliner, de faire attention à mes trajectoires, d'accélérer, de freiner, ça pour le coup c'est vraiment quelque chose qui me fait très plaisir. Et si on rajoute une couche de technologie là-dessus pour me permettre d'être un peu plus simple et rendre la conduite un peu plus agréable, ça ne me dérange pas du tout. Et sur des motos comme la ZX6R, comme la R9, comme la 990 RCR, comme la CBR 600 RR, la technologie, elle est aussi là pour vous aider un petit peu à rendre votre utilisation un peu plus vivable. Donc, vous avez un peu dans cette vidéo l'essence même de ce que je pense sur ces nouvelles catégories de machines, cette résurgence de la catégorie Super Sport qui littéralement maintenant s'étend du 600 au 900 cc. Ce sont des motos qui sont fondamentalement pensées pour être utilisées dans plein d'environnements différents. Il y a des gens qui s'intéressent au circuit, il y a des gens qui aiment les sportives, mais qui n'iront jamais sur circuit avec, et dans ce cas de figure, il est potentiellement plus intéressant d'avoir un moteur à forte cylindrée qui sera plus agréable à utiliser sur la route, et eh bien ça, pour moi, ça explique tout simplement pourquoi est-ce que ces motos vont très probablement être excessivement populaire. Pourquoi est-ce qu'on risque d'avoir très peu de chances de voir arriver dans le futur un retour des motos de 150-160 chevaux? Ça, à mon avis, c'est quelque chose que vous ne verrez plus. Pourquoi? Parce que 150-160 chevaux, ça devient déjà trop pour la route, et si c'est pour aller sur circuit, autant s'orienter vers une hypersport. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, hein. J'ai essayé de vous apporter ma vision, c'est un édito, hein. Donc un édito c'est une opinion, c'est quelque chose qui concerne eh bien, directement la personne qui fait la vidéo, c'est mes pensées, c'est mes opinions, donnez-les moi en commentaire eh bien, les vôtres, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, est-ce que vous trouvez que c'est le bon sens de l'histoire, ou est-ce que vraiment on nage complètement dans l'incohérence? J'attends ça avec impatience, et en attendant bien évidemment vous avez plein de contenus qui vous attendent sur la chaîne, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao.